Alors, la Chine et le monde depuis 1949. Accroche, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut décrire une photo de la place Tiananmen de Pékin avec le buste qui trône au milieu de la place du président Mao, qui rappelle l'importance de la figure de Mao dans la constitution de la puissance chinoise. En effet, Mao Zedong, le 1er octobre 1949, déclare la naissance de la République populaire de Chine et met fin à 30 ans de domination étrangère, le Japon, et de guerre civile. Mais lorsqu'il déclare l'indépendance de la Chine est à ce moment-là profondément isolée et affaiblie. Progressivement, sous Mao, la Chine va se construire comme une puissance politique, puis, à partir de 1918 et des réformes économiques, va petit à petit s'affirmer comme une grande puissance, même si elle est encore qualifiée de puissance incomplète. Donc, problématique, il faut se demander comment ont évolué les relations de la Chine au monde depuis 1949 dans la construction de cette puissance. La première partie, c'est la période Mao, 1949-1960 environ, constitution d'une puissance politique régionale. Deuxième partie, 1960 environ jusqu'à 1978, la mort de Mao, diffusion d'un modèle politique original dans le monde, le maoïsme. Et troisième partie, 1978. Mao est mort en 1976. Je ne sais pas ce que j'ai dit. 1978 à nos jours, eh bien, l'affirmation d'une puissance complète avec ses limites. Donc, grand 1, la naissance d'une puissance politique régionale. Il faudrait revenir sur l'idée qu'en 1949, la République populaire de Chine est un pays isolé. Pourquoi? Parce que lorsque Mao prend le pouvoir en 1949, il le prend après 30 années de guerre civile contre les nationalistes du Kuomintang menés par Chiang Kai-shek. Ces nationalistes ont fui à Taïwan. Mais pour la communauté internationale, c'est Taïwan qui représente la Chine officielle. C'est Taïwan qui siège comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Par ailleurs, l'économie chinoise est dans un état catastrophique, une économie majoritairement agricole ravagée par 30 années de guerre civile. Mao est à la tête du Parti communiste. Et il va jouer de cette alliance communiste pour obtenir le partenariat de l'URSS. Et c'est grâce à l'URSS que la Chine va connaître un début de développement dans les années 50. Ce partenariat, il est signé le 14 février 1950 par le pacte sino-soviétique. C'est un partenariat qui est matériel. On envoie à la Chine du matériel, en particulier de l'acier, et c'est un partenariat qui est technique, avec des ingénieurs pour développer les industries stratégiques chinoises. C'est ce qui va permettre en 1964, quelques années après la rupture du partenariat, à la Chine d'obtenir malgré tout la bombe atomique. Par ailleurs, la Chine calque certains modèles soviétiques, en particulier le système du plan quinquennal, qui est une économie dirigée avec des objectifs à 5 ans décidés au niveau de l'État. Cependant, dès la fin des années 50, les tensions sont de plus en plus vives entre la Chine communiste et l'URSS. Mao reproche à l'URSS une posture impérialiste et d'alliance avec les États-Unis, qui se révélera lors de la crise des missiles de Cuba, puisque Khrouchtchev accepte la position de Kennedy en 1962. Et donc, Mao, à ce moment-là, rompt au nom de l'idéal marxiste contre
ce qu'il appelle l'impérialisme soviétique. Alors dans le même temps, si la Chine a utilisé le partenariat soviétique pour tenter un premier développement, elle cherche aussi dans les années 50 à s'affirmer comme une puissance politique régionale. D'abord, en réaffirmant ses frontières et en élargissant ses frontières. 1950, la Chine annexe le Tibet et donc reprend l'ensemble du sud du territoire chinois autour de l'Himalaya. En 1962, la Chine s'affronte avec l'Inde pour la définition des frontières sur l'Himalaya. On est aujourd'hui encore dans un statu quo à la suite de la guerre de 1962, puisque Inde et Chine ne reconnaissent pas les mêmes frontières. Enfin, en tant que leader communiste de l'Asie, la Chine va intervenir dans les guerres périphériques de la guerre froide, en particulier la guerre de Corée 1950-1953, auprès des communistes, ou les guerres du Vietnam, depuis l'indépendance contre la France, et ensuite la guerre du Vietnam contre les États-Unis jusqu'en 1975. Donc voilà, la situation à la fin des années 60, la Chine s'est construite comme une puissance politique régionale modeste. Par ailleurs, c'est la deuxième partie, la Chine va essayer de développer son modèle, le modèle maoïste. Il faut d'abord présenter ce qu'est le modèle maoïste. Le maoïsme est une idéologie autoritaire, est un système politique totalitaire même, puisqu'il vise à transformer radicalement la société pour en faire une société révolutionnaire, où il n'y aurait plus de classe sociale. Et il se veut une voie originale du communisme, différente de la voie soviétique qui avait abandonné l'idéal révolutionnaire pour la croissance économique. Par ailleurs, la Chine cherche un développement autarcique, c'est-à-dire sur ses propres ressources, et cela va passer par la politique dite de grand bond en avant de 1958 à 1962, qui aura pour objectif d'industrialiser les campagnes en augmentant fortement la production sidérurgique. Le résultat est un double échec, puisqu'il y a une immense famine liée à une baisse drastique de la production agricole et un acier de très mauvaise qualité et en très faible quantité qui est produit. Pour reprendre le pouvoir à la suite de cet échec, alors que le Parti communiste commence à critiquer le pouvoir de Mao, Mao lance en 1966 la politique dite de révolution culturelle. Cette politique de révolution culturelle a pour objectif de renverser les classes sociales dominantes en Chine, qui sont appelées les propriétaires fonciers. En réalité, à travers les gardes rouges des étudiants chinois à la solde de Mao, Mao cherche à consolider son pouvoir en faisant régner la terreur dans les provinces chinoises et en cherchant tous les contestataires susceptibles du pouvoir de Mao. Donc voilà les deux grandes politiques, politique de grand bond en avant pour le développement autarcique, politique de révolution culturelle pour affirmer l'idée d'une révolution permanente en Chine, et je vous ai montré la réalité de ces politiques. Eh bien Mao va utiliser ces deux politiques chinoises pour essayer de développer ce modèle maoïste dans le monde. D'abord à l'égard du tiers-monde. Et cela commence très tôt, dès la conférence de Bandung de 1955, qui est la conférence des pays décolonisés d'Asie. La Chine se présente comme le leader du tiers-monde et lors de cette conférence, elle se présente comme une voie originale pour le développement sans être dans la dépendance soviétique ou dans la dépendance américaine. Son influence reste relativement limitée, mais certains pays du tiers-monde vont essayer de suivre ce modèle maoïste, même s'ils vont surtout insister sur la politique agricole de Mao. Ça va être le cas de la Tanzanie en Afrique, ça va être le cas de la révolution sandiniste au Nicaragua, mais aussi de Salvador Allende au Chili, qui est tenté par ce modèle maoïste de développement autarcique. Enfin, Mao cherche aussi à diffuser son influence, à augmenter son influence en Occident.
Il y a effectivement une sympathie en Occident pour les révolutions maoïstes parmi les cercles de gauche, et cela est particulièrement visible en France durant la révolution de mai 1968, où étudiants et intellectuels de gauche vont être séduits par la politique de révolution culturelle de Mao. On peut penser au philosophe Jean-Paul Sartre, qui crée en 1968 le journal La Cause du Peuple, qui est un journal officiellement maoïste. Mais surtout, dans une logique diplomatique, Mao, dans le cadre de la politique générale de la détente, va s'ouvrir à l'Occident. Cela va permettre à la Chine en 1971 de remplacer Taïwan comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela va permettre à Mao de rencontrer Nixon en 1972, de signer le traité d'amitié Chine-Japon en 1978 et d'être reconnu officiellement par les États-Unis en 1979. Et donc, lorsque Mao meurt en 1976, la Chine est devenue une puissance politique mondiale qui a remplacé Taïwan. Mais économiquement, la Chine reste sous-développée. C'est ce qui va expliquer le changement majeur de 1978 avec l'arrivée de Deng Xiaoping à nos jours. Puisque Deng Xiaoping est un dirigeant chinois pragmatique qui considère que le problème du développement chinois est central et qu'il faut développer l'économie chinoise. Alors, effectivement, la première mesure de Mao est celle de l'ouverture économique, dite des 4 modernisations, puis du socialisme de marché. Lorsque Deng Xiaoping arrive au pouvoir en 1978, il lance cette politique de 4 modernisations. Modernisation dans 4 domaines, l'agriculture, l'industrie, les sciences et l'armement. L'objectif est de favoriser l'entrepreneuriat individuel pour redévelopper l'industrie chinoise, mais aussi la décollectivisation des campagnes pour augmenter la production agricole. Par ailleurs, pour ouvrir la Chine au monde, il crée en 1980 4 zones économiques spéciales en périphérie de grandes villes chinoises. Ce sera Shanghai, Shenzhen et Canton en particulier. Et dans ces zones économiques spéciales, les entreprises étrangères sont invitées à s'installer puisqu'elles n'ont pas d'impôts à payer. Cette ouverture au monde, qui permet aussi aux Chinois des villes de partir investir à l'étranger, comme le héros du livre Brothers de Yu Hua, paru en 2005, on va entraîner un changement radical dans l'économie chinoise. Les mégapoles vont profondément se transformer, à l'image de la ville de Shanghai, qui devient une ville mondiale avec son quartier de Pudong, qui est un quartier de gratte-ciel. C'est le cas aussi de l'économie chinoise, qui devient deuxième économie mondiale en 2011. Alors il y a une autre étape sur laquelle j'ai oublié d'insister, qui est celle de 1992, à la chute de l'URSS. Deng Xiaoping impose une autre réforme en Chine, celle dite du socialisme de marché. Que signifie cette réforme ? Cette réforme signifie qu'économiquement, la Chine accepte le système du marché, même si c'est toujours le Parti communiste chinois qui continue à diriger l'économie, c'est-à-dire qui continue à fixer les objectifs économiques. Et par ailleurs, politiquement, la Chine garde le modèle politique communiste traditionnel. Et donc, on a un attelage très original avec un parti communiste qui a accepté complètement le principe de la mondialisation, même si il garde un certain contrôle sur cette économie. Nous l'avons dit, cette politique économique chinoise s'est traduite par des succès brillants, transformation des métropoles, deuxième puissance économique mondiale. Malgré tout, elle n'a pas réussi à réduire complètement les inégalités. On a des inégalités très fortes dans le territoire chinois, entre les espaces ruraux et les espaces urbains, et l'ensemble de l'ouest chinois, ce qu'on appelle le Far West, la région du Xinjiang par exemple, reste encore avec de gros problèmes de développement. Alors par ailleurs, à partir de 1978, et surtout à partir des années 90, la Chine cherche à renforcer sa puissance politique internationale. Cela passe par la recherche de domination dans le Pacifique. Pour s'imposer dans cette zone pacifique, il y a 4 objectifs. Lutter contre la présence américaine,
qui est la première armée du monde et la première présence dans la zone Pacifique, contrôler les ressources en hydrocarbures et les ressources en poissons, puisque c'est le premier consommateur de poissons au monde, et contrôler les routes maritimes commerciales centrales pour la mondialisation. Pour parvenir à ces objectifs, la Chine développe sur le pourtour du Pacifique un système de bases maritimes chinoises pour contrôler cette mer de Chine. C'est ce qu'on appelle la stratégie du collier de perles. Par ailleurs, elle cherche à étendre sa zone économique exclusive en revendiquant sa souveraineté sur des îles qui sont disputées entre différents pays. On peut penser en particulier aux îles Spratleys avec les Philippines, que la Chine a revendiquées, où elle a fait construire une base militaire pour affirmer cette souveraineté. Cette construction de base militaire dans son espace maritime s'inscrit au cours de la stratégie des 9 traits, qui est une redéfinition de sa zone économique exclusive. Mais surtout, la Chine a profondément modernisé son armée, ce qui en fait aujourd'hui la 3e ou la 4e armée du monde. Mais la stratégie de puissance politique chinoise n'est pas uniquement une stratégie d'affrontement, c'est aussi une stratégie de partenariat, en particulier à l'égard des autres pays du Sud, ce qu'on appelle la diplomatie Sud-Sud. Cette diplomatie a pour objectif à la Chine de lui garantir un approvisionnement en ressources et pour les autres pays leur permet le développement grâce à la puissance économique chinoise, mais aussi une alliance politique de la Chine au sein de l'ONU. Alors, nous connaissons l'exemple de la Chine-Afrique, à travers l'exemple de l'Éthiopie, par exemple. Nous connaissons aussi la Chine-Amérique, mais nous pouvons parler, dans un autre domaine, d'une alliance au sein de l'Asie, en revenant sur l'Organisation de la coopération de Shanghai, créée en 2001, que la Chine voudrait transformer avec le président Poutine en une OTAN asiatique. Enfin, la Chine se construit comme une grande puissance par son soft power en développant sa puissance culturelle. En effet, elle s'appuie sur sa diaspora chinoise pour marquer son rayonnement, elle s'appuie sur sa langue et les instituts Confucius pour développer sa langue, elle s'appuie aussi sur le tourisme en développant le tourisme étranger en Chine et en organisant des événements internationaux. Cependant, nous l'avons dit dans l'introduction, la Chine est une puissance considérée comme incomplète. Puissance incomplète pour 2 raisons majeures. La première raison, c'est le caractère autoritaire du pouvoir politique chinois qui est très critiqué en Occident. Un certain nombre d'actions autoritaires du pouvoir ont été relayées en Occident et ont choqué les opinions publiques et entraîné des réactions politiques de réprobation. C'est le cas en particulier du massacre de la place Tiananmen de juin 1989. En 1989, les étudiants chinois défilent, comme ils l'avaient fait 10 ans avant, en 1979, pour réclamer la 5e modernisation, celle dite de la démocratie. La manifestation dure longtemps sans réaction du régime dans un premier temps. Mais en juin 1989, le régime réprime sévèrement cette manifestation avec des emprisonnements et même un certain nombre de morts. Nous n'avons pas les chiffres exacts. Par ailleurs, il y a toujours des camps de travail en Chine pour arrêter ce qu'on appelle les ennemis politiques et les rééduquer. Lors des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, l'opinion publique a réouvert les yeux sur le problème tibétain, puisqu'un certain nombre d'activistes tibétains se sont à ce moment fait entendre pour réclamer l'autonomie du Tibet. Par ailleurs, dès les années 90, il y a une découverte des crimes du maoïsme sur lequel la Chine avait réussi à maintenir le silence jusque-là, qui reviennent à nouveau sur les limites de ce pouvoir économique. Enfin, deuxième point pour lesquels on peut considérer qu'il y a une limite de la puissance, ce sont les problèmes d'inégalité et les problèmes de développement. Je vous l'ai dit, si la Chine est la 2e puissance économique en matière de développement, la Chine est encore un pays en voie de développement avec des inégalités majeures. C'est pourquoi le gouvernement de Xi Jinping, en 2016, a demandé à ce que les investissements directs à l'étranger soient limités pour favoriser les investissements chinois à l'intérieur
du territoire et donc favoriser le développement du territoire. En conclusion, on voit que sur la Chine, la construction de la puissance s'est faite en 2 temps. Sous Mao, ça a été une puissance politique, d'abord régionale, puis mondiale, avec la diffusion de l'idéologie maoïste. À la mort de Mao, avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, cette puissance qui était une puissance politique s'est transformée en une puissance complète, avec un soft power économique et culturel important et un hard power, lui aussi, renforcé. Cependant, lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012, son premier discours s'appelle le rêve chinois. Ce rêve chinois signifie 2 choses. Signifie que la Chine est capable d'être la première puissance mondiale, rêve d'impérialisme chinois, mais signifie aussi que la Chine n'a pas complètement atteint ses objectifs de développement. On peut se demander si dans ce 21e siècle, la Chine parviendra à devenir cette première puissance mondiale espérée.